un petit concept un petit peu nouveau. Là. J'ai fait parce qu'on m'a demandé de présenter le CGQ pour ceux qui ne connaissent pas, puis aussi parler un peu de l'expérience du CGQ avec les drones. Au CGQ, on utilise quand même beaucoup les images aéroportées, dont les drones, je dirais presque massivement. Voilà. Alors, j'ai aussi formulé... ma présentation est sous forme de pechakucha, c'est-à-dire c'est des images. Dans le fond, j'ai pas beaucoup de texte, donc je vais parler, puis je vais lire un petit peu. Mais c'est ça. Puis à la fin de la présentation, je vais parler un petit peu de la nouvelle réglementation par rapport à l'utilisation des drones dans le ciel canadien, en fait. Alors, voilà, c'est ça. CGQ, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un centre collégial de transfert technologique financé par le gouvernement du Québec et aussi un centre d'accès technologique financé par le gouvernement canadien qui est affilié avec le Cégep de Chicoutimi. Donc, on est basé à Chicoutimi, ça c'est le Cégep, et puis le CGQ, c'est la petite bâtisse ici. Puis la mission du CGQ, on ne prend pas de mandat au CGQ. En fait, on prend quelques mandats, mais surtout, c'est d'accompagner puis stimuler l'innovation en entreprise puis dans les organisations. On travaille aussi avec des municipalités, des MRC, mais c'est vraiment de pousser plus loin l'innovation en matière de géomatique. Et on a aussi un mandat de formation autant auprès des étudiants, même des professeurs, là, pour augmenter le niveau de compétences dans le domaine de la géomatique, mais aussi la formation des employés en entreprise, donc faire de la formation, du transfert technologique en entreprise. Ça, c'est le CGQ. C'est un bâtiment LEED argent. On en est très fiers, mais ça dénote aussi toute la connotation de développement durable qu'on met dans nos projets. L'environnement, pour nous, c'est très important. Et cette bâtisse-là est assez récente, mais ça fait 20 ans quand même que le CGQ existe. Et l'équipe est formée de 15 personnes. Il y a 10-15 ans, il y en avait 3 ou 4 ou 5. Là, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, ça prend de l'ampleur, ça grossit, puis c'est amené à grossir davantage. D'ailleurs, moi, je travaille de Montréal, pas à Chicoutimi. On est en train de développer un petit peu plus largement que la région du Saguenay. Donc, l'équipe, pour le moment, est formée de 15 personnes, dont 10 professionnels de recherche, 5 en géomatique, 5 en informatique. Donc, on l'a dit aussi tout à l'heure, un peu plus tôt ce matin, que l'informatique devient de plus en plus important en géomatique. Bien, ça l'a toujours été. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a on travaille de plus en plus hand in hand, main dans la main avec les informaticiens. Je ne reviendrai pas, je sais que vous êtes vraiment des experts en géomatique, mais ce que je trouve intéressant de rappeler peut-être, c'est que dans la géomatique, c'est une science complète, actuelle et transversale aussi. On peut l'utiliser vraiment partout. On l'a vu ce matin avec la conférence de M. Caron. On l'utilise vraiment partout. Puis c'est ce que le Cégep, en fait le CGQ, excusez-moi, tend à amener aussi comme considération. C'est pour ça que tantôt, je vais vous présenter un petit peu tous les axes de recherche qu'on a, mais ça s'agrandit beaucoup. Puis, ce que je trouve intéressant de rappeler aussi, c'est que la géomatique, c'est la gestion, vous le savez tous, là, c'est l'acquisition, la gestion, le traitement, la diffusion des données géospatiales. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de considérer ces données géospatiales-là comme étant comme des données fixes, mais aussi mobiles. En fait, il y a des données fixes et des données mobiles et on les intègre de plus en plus dans les modèles puis dans les projets sur lesquels nous, on travaille au CGQ. Donc, la géomatique s'applique autant à des immenses territoires, on l'a vu tantôt, au Canada au complet, que des petits espaces, des espaces restreints, des entreprises, des industries, puis j'irais même à dire le microscope. Je veux dire, la géomatique, ça se fait autant dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit, tant et aussi longtemps qu'on est à acquérir, gérer, diffuser des données géospatiales, fixes ou mobiles.
Ça, vous la connaissez, là, cette diapositive-là qui vient d'ailleurs de Québec géographique, mais c'est tout l'ensemble des couches de données qui vont donner la qualité, en fait, à l'information qu'on va aller chercher, qu'on va diffuser, qu'on va traiter aussi. Mais à travers tout ça, encore une fois, on l'a mentionné ce matin, c'est toute l'intelligence artificielle. Oups, il y en a qui apparaîtront peut-être pas, là. L'apprentissage par profond, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. J'en ai d'autres aussi, IoT, Internet of Things, qu'on intègre aussi. Base de données, mais aussi Big Data. Ça, c'est tout ce qu'on intègre de plus en plus en innovation en géomatique au CGQ. Là, juste pour dire, on n'est pas encore dans les drones, là, mais c'est juste pour vous parler un petit peu des axes de recherche du CGQ. Au CGQ, on travaille... J'ai commencé par ça parce que les drones, on n'en fait pas vraiment beaucoup là-dedans, mais on s'est quand même beaucoup intéressé. On s'intéresse aussi de plus en plus à l'industrie 4.0. Encore une fois, toute la gestion des données mobiles, des données internes, de l'information qui est véhiculée, puis qui assure une interconnectivité entre les services. Intéressant aussi, c'est ou un autre domaine ou un axe de recherche, c'est la mobilité durable. C'est intéressant. J'avais comme exemple dans une autre présentation, c'est Google Maps, le GPS, tout ça, c'est intéressant. Il y a maintenant les nouveaux services d'autopartage, puis c'est là où on commence à parler de Mobility as a Service. Ce qui est intéressant, par exemple, au CGQ, on travaille sur des projets de mobilité partagée du covoiturage, mais en ajoutant des couches d'informations. Par exemple, une collecte, par exemple, de colis à travers le Bas-Saint-Laurent, par exemple. On a ce projet-là de Gaspé à Montréal. Bien, il y a un envoi de colis, par exemple, mais tous ceux qui veulent envoyer des colis, mais qui sont sur la route, vont pouvoir se greffer au passage du camion de livraison, finalement. Il y a aussi tout ce qui est transport intra-urbain à la demande. C'est toutes des choses là, qui commencent à prendre forme puis qui, dans les différentes villes, dans les différentes régions. Covoiturage des personnes âgées aussi, donc c'est favoriser aussi l'accès aux régions plus isolées vers les grands centres, etc. Cyclotourisme, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Excusez-moi, hein, je remplace à pied levé, donc ce n'est pas toujours évident. Donc, dans un domaine plus large aussi, l'axe de recherche, c'est les villes intelligentes. Les villes intelligentes, puis là, on va commencer à parler un petit peu de drones, mais pas encore tant là-dedans. On est encore vraiment dans tout ce qui est intelligence, interconnectivité des données, etc. Ville intelligente, puis il y en a même qui commencent à parler de régions intelligentes. Pourquoi se limiter à une ville alors qu'une région peut aussi partager des données? Donc, au-delà du buzzword de ville intelligente, c'est le concept qui vise vraiment à intégrer les différents services, autant municipaux que culturels, artistiques, touristiques aussi, commerciaux et industriels. C'est là où on va commencer vraiment à développer les villes d'aujourd'hui et de demain, en mélangeant toute l'information qu'on est capable d'aller chercher à gauche et à droite. C'est les grands défis. Et pour revenir dans un domaine peut-être un peu plus traditionnel de la géomatique, mais même là, il y a des avancées de géants, des pas de géants qui se font dans le domaine de la géomatique, des solutions innovantes. C'est dans la foresterie où on parle de plus en plus de foresterie 4.0, où on peut faire les inventaires des différentes essences, même déterminer aussi les endroits où les arbres, les lots qui vont devoir être coupés, ceux qui vont devoir être préservés, etc. Tout ce qui est logistique des transports, communication aussi sur le terrain, même quand on n'a pas accès à l'Internet, il y a toujours des façons de pouvoir communiquer rapidement, efficacement, en temps réel ou presque en temps réel. Et là,
Ah oui, et là, c'est là, je commence à penser drone, là, parce que c'est là où je dois vous amener. Parce que même dans les villes intelligentes, si je reviens un petit peu en arrière, je disais tantôt qu'on n'utilise pas tant de drones, mais je vais le voir dans des exemples aussi plus tard, mais on commence à le voir ici, on le voit de plus en plus. On a d'ailleurs un projet qu'on fait au Saguenay où on utilise des drones pour l'application de pesticides ou l'épandage de pesticides pour décimer une certaine forme d'insectes nuisibles. Et on a dans le projet 2 drones qui se suivent. Un qui est là pour repérer les endroits où il doit y avoir épandage, puis l'autre qui va effectuer l'épandage. Donc ça, on commence vraiment à utiliser les drones dans cet aspect-là. En plus de tout ce que vous connaissez déjà des images aéroportées. Agriculture, même chose, agriculture de précision, mauvaises herbes, encore une fois, les insectes, les dépressions. On en a parlé pour les bassins versants, mais c'est pareil aussi pour dans les champs. On doit savoir où sont les zones de dépression, comment optimiser les écoulements pour favoriser puis maximiser les rendements dans les champs. Donc, l'utilisation de la géomatique appliquée est très importante. Puis voilà. Donc, si je reviens... là, je vais vous parler un petit peu d'exemples sur lesquels on a travaillé au CGQ, par exemple. Suivez-nous à la trace en mobilité durable avec l'application ou l'utilisation plutôt des drones. Ça a commencé avec la traversée du lac Saint-Jean en 2004, mais on a beaucoup évolué notre solution, mais c'est vraiment, là, on ne voit pas le lac Saint-Jean là-dedans, là, mais c'est-à-dire qu'on a commencé avec la traversée du lac Saint-Jean à proposer en fait une solution de suivi des athlètes dans différentes compétitions extérieures en temps réel, avec des données qui sont en fait, ou avec des méthodes d'acquisition et de diffusion des données qui sont simples, efficaces et peu coûteuses. Alors, ça a fait quand même un peu le tour du monde avec des projets vraiment de suivi dans notre cas, c'était plus des athlètes ou des activités extérieures. Dans le domaine des municipalités, il y a beaucoup de choses à faire, mais entre autres, la détection des îlots de chaleur. Ça peut être aussi l'hiver, les pertes d'énergie des bâtiments qu'on peut faire. Donc, avec des drones, on installe des capteurs de toutes sortes, infrarouge, thermique, des caméras de toutes sortes, et on peut aller chercher de l'information essentielle pour améliorer la gestion des bâtiments, des municipalités aussi. On a aussi faire procéder à la photogrammétrie de tas d'amoncellement de neige, d'amoncellement de sable, de gravier, etc. Alors, ça aide à ce niveau-là. Et puis, ça, c'est justement dans une gravière où on a travaillé à une modélisation tridimensionnelle de l'environnement à l'aide de photogrammétrie réalisée par un drone. Donc, on l'a fait en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. D'ailleurs, j'ai choisi plusieurs projets qui ont été faits avec l'Université de Sherbrooke. Ici, c'est encore une fois, c'est pas vraiment différent, mais c'est un autre projet qui a été fait pour l'estimation volumétrique à partir d'imagerie aérienne captée par drone. Ça, c'est intéressant. On a parlé ce matin un petit peu de la problématique du cerf de Virginie. On a fait la télédétection visible et infrarouge thermique du cerf de Virginie à l'aide de drones, donc pour détecter, identifier et dénombrer les populations de cerfs de Virginie dans des zones données. Ici, dans le domaine de l'agriculture, on a développé un système automatisé d'acquisition et de traitement d'images multispectrales embarqué sur des drones dans un contexte d'agriculture de précision. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Puis, on a développé derrière ça des algorithmes. Alors, c'est là où ça devient intéressant avec toute une... un
utiliser tous les calculs puis toutes les données qu'on peut aller chercher à travers les différents capteurs, faire multicouches. Excusez-moi. Fait que maximiser toute l'information qu'on peut aller chercher avec ces données-là. Et puis ensuite, c'est sûr, là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là, fait qu'il faut avoir un objectif. Même chose, toujours pareil. En fait, ici, c'était une imagerie multispectrale comme outil d'analyse et diagnostic pour la productivité des sols en agriculture de précision. Le Phytodata, c'est l'entreprise avec laquelle l'organisation avec laquelle on a travaillé, Agrinova et toujours l'Université de Sherbrooke, pour développer un outil géomatique d'aide à la décision pour la surveillance phytosanitaire des cultures de pommes de terre. On l'a fait aussi pour des bleuetières. Ici, sur le domaine côtier aussi, toujours en utilisant des drones, c'était télédétection aérienne du littoral pour cartographier les algues marines. Puis évaluer aussi la biomasse algale des zones côtières. Alors, on a travaillé avec plusieurs, ça c'est juste une infime portion des organisations avec lesquelles on travaille, mais c'est pas juste l'Université de Sherbrooke, mais l'Université Laval, Calgary, il y en a d'autres aussi, l'UQAM, le Centre d'excellence sur les drones aussi, avec lesquels on travaille beaucoup. Puis il y a toutes sortes d'organisations avec lesquelles on travaille pour vraiment, toujours encore une fois, amener plus loin les différents projets. Alors, ça, c'est juste une photo pour démontrer la formation puis le transfert technologique qu'on fait après chaque projet. On se doit de le faire, soit auprès des employés, soit auprès d'étudiants ou de professionnels comme vous ou d'utilisateurs. Aussi, là, au CGQ, on a des ateliers qu'on laisse ouverts. Donc, il y a des gens qui peuvent venir utiliser l'expertise qu'on a sur place, nous poser des questions, utiliser des logiciels, tester des équipements. D'ailleurs, on a des équipements de base ici. Ça, c'est la télédétection. Mais on a aussi des pharos, des scanners 3D, caméras vraiment de toutes sortes qu'on peut embarquer sur des drones, des lidars. Puis on fait encore la demande d'équipements. Donc, c'est notre force aussi, c'est notre parc d'équipements qu'on met à la disposition de tous ceux qui veulent tester et utiliser des équipements, puis même juste l'utiliser pour un seul projet ou pour d'autres. Alors là, on arrive dans la nouvelle réglementation, dans le fond, qui a été publiée en janvier dernier et qui va entrer en vigueur le 1er juin 2019. C'est une réglementation qui encadre l'utilisation des systèmes d'aéronefs télépilotés, donc les drones. Donc, en gros, OK, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais dans le fond, j'ai 3 diapositives là-dessus. Des opérations récréatives vont être jugées de la même façon que les opérations commerciales ou professionnelles. L'immatriculation des appareils, que ce soit des aéronefs de 250 grammes jusqu'à 25 kilogrammes, vont être soumis, en fait, à la nouvelle réglementation. Puis l'immatriculation va coûter 5 $ par aéronef, donc c'est pas très cher, mais au moins on s'assure qu'il y a un certain contrôle dans l'utilisation des drones. La qualification des pilotes, en fait, il y a 2 qualifications. Il va y avoir une qualification de base et une qualification avancée. Dans la qualification de base, il y a plus de restrictions, puis c'est 14 ans et plus. Qualification avancée, c'est 16 ans et plus. Mais chacun doit passer un examen, suivant aussi la qualification qui va être amenée à suivre. Donc, 10 $ en ligne. Mais à chaque 2 ans, chaque pilote de drone va devoir maintenir ses connaissances à jour au moins une fois à tous les 2 ans.
Et pour ceux qui sont dans la catégorie des pilotes avancés, ils vont devoir avoir un certificat de pilote pour opération avancée au coût de 25 $. Les conditions d'exploitation, c'est là où il y a des petits changements. Il n'y a pas tout à fait des changements, mais on va voir dans la qualification de base, c'est toujours l'utilisation des drones 14 ans et plus va être à l'extérieur des espaces aériens contrôlés, évidemment, à une distance horizontale d'au moins 100 pieds ou 30 mètres de toute personne qui ne participe pas à l'utilisation du drone, à plus de 3000 marins d'un centre d'un aéroport ou d'un héliport, 1000 marins d'un héliport. Et pour l'exploitation avancée, pour les pilotes avancés, c'est vraiment très drôle. En fait, il n'y a rien de tout ça qui s'applique, ou tout s'applique, mais c'est à l'intérieur. Ils peuvent utiliser les drones à l'intérieur des espaces aériens contrôlés. Donc, finalement, il n'y a pas de restriction. À une distance horizontale de moins de 100 pieds, ou de 15 mètres, en fait, c'est 5 mètres, 16 pieds, quand il y a des gens qui ne font pas partie des opérations, mais ça pourrait ne pas valoir si on a des autorisations spéciales. Et puis, ça peut être à moins de 3000 marins aussi d'un aéroport ou d'un héliport. Donc, il n'y a pas vraiment de restriction. Ça, c'est quand même une grande nouveauté. Ce qui fait en sorte que les pilotes professionnels, donc qui seraient avancés, pourraient utiliser les drones à bien des sauces. C'est ça qui devient intéressant aussi pour l'utilisation des drones en milieu urbain, ce qui n'était pas tant utilisé un peu, mais c'était quand même... jusqu'à présent, fallait faire attention qu'il n'y ait pas des gens, qu'on soit à des distances X. Mais maintenant, on va pouvoir s'en sortir quand on a des bonnes raisons aussi. Parce que les points principaux du changement, c'est ça qu'il faut regarder aussi. Dans le fond, le règlement ouvre la porte au vol. Ah oui, ça, c'est une autre chose. Va ouvrir la porte au vol de Beyond Visual Line of Sight. Là, pour le moment, il n'y a absolument aucune réglementation. Il n'y en a toujours pas, mais éventuellement, il va y en avoir. Ça, cet intérêt-là, c'est quand on est justement sur des grands territoires, là, on peut utiliser ça va être souvent des gros aéronefs, mais on va pouvoir les utiliser même si on ne voit pas. Donc, on peut aller dans des endroits géographiquement difficiles d'accès sans qu'on soit vraiment là, sans qu'on voit l'aéronef. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il doit y avoir une caméra. Bien, il n'est pas obligé d'avoir une caméra, mais quand il y a une caméra, puis on peut être en contact, même non visuel, là, c'est là où ça devient intéressant. On peut téléguider, puis on peut vraiment faire beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on ne peut toujours pas faire, là, mais que ça s'en vient. Sinon, l'altitude maximale est de 400 pieds au-dessus du sol, puis 100 pieds au-dessus d'un immeuble ou d'une structure à moins de 200 pieds de l'immeuble ou de la structure, quand on est à 200 pieds horizontal. Donc, ça aussi, c'est intéressant dans le milieu urbain, parce que ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait faire non plus. Donc, ça met des lignes directrices, mais au moins on le sait, puis ça nous permet aussi, dans l'utilisation des drones en milieu urbain, de pouvoir effectuer autant la maintenance des immeubles, donc voir un petit peu que les toitures surtout, mais aussi la surveillance. Donc, en sécurité civile, ça devient vraiment intéressant. Donc, on dépasse vraiment le cadre de la géomatique appliquée habituelle, l'aménagement urbain, etc. Là, on est vraiment dans l'utilisation des données pour des services qui sont complètement différents de ce à quoi on a l'habitude de penser quand on pense en géomatique. Donc, sécurité civile, beaucoup d'autres aussi. On n'a plus besoin de police d'assurance, responsabilité. En fait, il n'y en a pas besoin. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pilote reste imputable. Donc, s'il y a un accident, s'il y a, peu importe ce qu'on peut penser, il y a quand même une imputabilité. Il va sûrement y avoir des amendes aussi qui vont être liées. Les conditions météo adéquates pour maintenir le contact visuel tout au long du vol. Va falloir, c'est pas obligatoire, là, mais il faut que, je veux dire, il faut qu'on démontre qu'on a
on s'est assuré que les conditions étaient optimales pour piloter un aéronef. Et puis, les vols de nuit sont autorisés, mais avec des feux de position. C'est un engin volant quand même. Donc, c'est important. Alors, voilà pour ça. J'espère que vous avez bien compris. C'était assez rapide. Puis là, d'ailleurs, je fais un peu de pub, là, justement, pour notre congrès dans 15 jours. Et puis, il va y avoir vraiment des gens professionnels. Moi, je suis surtout une agente de développement, donc je vais essayer de répondre à vos questions, mais je ne suis pas la personne la plus technique à bord du CGQ.